Bonjour tout le monde, bienvenue à Visionnaire. Cette semaine, on s'intéresse à un sujet qui devrait nous intéresser s'il nous intéresse pas encore beaucoup parce qu'on s'y connaît pas. On sait pas trop c'est quoi cette grosse bébite-là, mais c'est l'intelligence artificielle. Et je sais, parce que je me suis quand même intéressée un peu au sujet, et je pense que mon invité va pouvoir nous en dire plus, que l'intelligence artificielle a des côtés extrêmement lumineux, mais peut avoir des côtés extrêmement sombres également et nous amener dans des grandes dérives de notre humanité. Et c'est pour ça que je voulais en discuter avec un prof. Alors, à côté de moi, vous voyez Daniel Goldsmith, qui est professeur à Dawson et qui enseigne entre autres la philosophie, qui s'est intéressé en fait au côté plus philosophique et spirituel de l'intelligence artificielle, mais qui fait partie d'un comité qui s'appelle le comité Dawson Intelligence artificielle, so IA, Dawson IA, où est-ce que plusieurs professeurs ensemble, Daniel, vous vous êtes réunis pour mieux comprendre les impacts de l'intelligence artificielle, d'abord sur vos étudiants, sur l'enseignement, sur l'éducation, mais c'est beaucoup plus large que ça. Bienvenue à Visionnaire. Merci beaucoup. Veux-tu m'expliquer c'est quoi votre comité? Donc, Dawson IA, c'est un regroupement de profs. C'était un projet qui a été lancé par notre ancien directeur général Richard Filion, qui a eu la très bonne idée de donner un peu d'argent, un peu de soutien pour les profs dans des départements différents, de mieux comprendre l'impact sur l'IA sur leur sujet et sur leurs étudiants. Donc, ça fait maintenant 4 ou 5 ans. Il y avait peut-être une vingtaine de profs qui ont participé. Tout se trouve sur la page Dawson AI qu'on peut trouver facilement sur le web. Excellent, je rajouterai le lien. Mais toi, le visionnaire que je vois en toi, entre autres, parce que l'émission s'appelle Visionnaire, c'est que tu as poussé ça beaucoup plus loin pour essayer de comprendre c'est quoi l'impact plus spirituel, l'impact, dans le fond, sur l'humain, pas seulement sur la technologie, parce qu'on va parler de technologie aussi, là. Mais alors, quel est ton champ d'intérêt particulier à toi, Daniel? Donc, pour moi, moi, je suis pratiquant de bouddhisme depuis 20 ans. Ça m'intéresse beaucoup les questions spirituelles, philosophiques depuis que j'étais jeune. Et j'ai noté que beaucoup de discours quand on parle de IA, c'est comment est-ce qu'on peut l'utiliser, le côté plus scientifique, plus pour les ordinateurs. Et il y a beaucoup de questions éthiques aussi qui sont posées, mais j'avais noté un certain manque mais comment est-ce que le IA va avoir un impact sur notre vie spirituelle? Donc, j'ai fait des recherches plus précises. J'ai trouvé certains livres qui sont en train d'être écrits, mais il n'y a pas autant de méditation, de réflexion sur cette question précise que pour les autres choses. Il y a beaucoup de livres de comment est-ce que ça va changer le travail, par exemple, mais pas comment est-ce que ça va changer la pratique de méditation. Oui, mais quand même, on s'entend que la méditation, ça peut être fait n'importe où, mais l'angle particulier, dans le fond, c'est l'humain. Parce que oui, je comprends que la méditation, mais l'humain en nous, qui fait face à cette grosse affaire qui est l'intelligence artificielle, qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas et qui menace de dériver en plusieurs sens. D'ailleurs, j'aimerais ça, avant, on va parler des dérives possibles selon ce que toi t'en penses. Ici, on a Joshua Bengio, qui est le directeur général, en fait, de l'Institut québécois de l'intelligence artificielle, qui dit, lui, de façon très claire, et c'est sans équivoque, déjà, je l'ai surligné ici, il y a un risque démocratique, c'est le risque qui m'inquiète le plus, dit-il, la surveillance et le contrôle de la population, comme la concentration du pouvoir et de la richesse, guettent nos sociétés. J'aimerais ça t'entendre là-dessus, Daniel, parce que c'est très important de voir que si ça guette nos sociétés d'un point de vue démocratique, ça guette l'humain derrière aussi, là. Tout à fait. Et je pense que ce sont des questions très importantes à poser de comment est-ce que ça va affecter la démocratie, tout ça. Mais pour être plus précis à votre question, France,
Je pense qu'il faut d'abord commencer. Moi, j'aimerais d'abord commencer à parler de certaines choses de base qui sont importantes dans cette discussion que je n'ai pas trouvé qui étaient articulées souvent. Et vous avez nommé quelque chose, que l'intelligence artificielle, on ne le contrôle pas, on ne le maîtrise pas, et j'ajouterais oui, qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dedans. Même les gens qui ont inventé tous ces algorithmes, même eux, c'est un mystère, c'est une boîte noire. Et je pourrais parler de quelque chose que j'avais découvert dans mes recherches par rapport à une mythe grecque, si c'est approprié. C'est tout à fait approprié, puis je vais le nommer parce qu'il est très intéressant, là, c'est le mythe de Prométhée. Alors, explique-nous, c'est quoi le mythe de Prométhée? Parce que c'est comme, en fait, un archétype qui s'applique totalement, même si c'est ancestral, totalement à l'humain d'aujourd'hui. Tout à fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de soucis qu'on a maintenant, aujourd'hui. Ces questions ont été posées, ces soucis ont été reconnus depuis longtemps chez les Grecs, chez les Grecs anciens. Et eux, ils ont eu leur mythe pour expliquer leur monde. Mais je pense qu'on peut tirer beaucoup de leçons, beaucoup d'apprentissage pour nous et les questions de IA aujourd'hui. Donc, bref, Prométhée, c'était un Titan, une sorte de demi-dieu qui était chargé de donner les dons à tous les animaux sur Terre pour permettre qu'ils survivent. Donc, il a eu comme des griffes qu'il a données aux tigres, il a eu la vitesse qu'il a donnée aux guépards, des choses comme ça. Puis, il arrive à la fin, son panier est vide et il reste l'humain. Donc, l'humain n'a rien. Ça va pas bien pour nous autres, là. Non, pas du tout. Surtout qu'en comparaison d'autres animaux, on est assez faible. On n'a pas une grande force, on n'a pas une vitesse incroyable, on est nu et on est faible. Et on n'est pas très agile, effectivement. Oui. Donc, il a eu de la pitié pour nous et il a dit, il faut que je donne quelque chose aux humains, sinon ils vont mourir. Et lui, il a eu l'idée de voler le feu. Et le feu, c'était la propriété des dieux. C'était considéré comme un pouvoir seulement pour les dieux. Donc, il a volé le feu et il nous a donné pour nous permettre de survivre. Donc, Zeus et tous les autres dieux étaient très fâchés. Il y a une histoire intéressante de la suite, mais pour moi, l'idée, c'est que dès le début, l'humain est un être technique. Ça veut dire qu'on a besoin de la technologie pour survivre. Et le feu, c'est d'une certaine sorte la première technologie. Oui, alors c'est la représentation, en fait, que l'être humain a besoin d'un support extérieur pour pouvoir survivre sur la planète, parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour survivre sur la planète autrement. Exactement. Et ce support extérieur, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. On contrôle un petit peu le feu, mais en général, c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant que nous et on ne maîtrise pas. Et en même temps, on est complètement dépendant pour notre survie sur cette technologie. Sans le feu, c'est très clair dans l'histoire de l'anthropologie que le feu a été le clé qui a déclenché l'évolution humaine. Absolument. Sans le feu, on n'est pas qui nous sommes maintenant. Ah, puis on peut juste se relier à la dernière crise de verglas, là. Sans la chaleur, sans le feu, sans la technologie extérieure, on est un petit peu mal pris. Alors, c'est une belle analogie, là, le mythe de Prométhée. Maintenant, ça nous amène à comprendre que quand on nous donne quelque chose comme ça, si on ne contrôle pas le feu qui peut nous brûler, on ne contrôle pas plus l'intelligence artificielle qui peut nous amener vers notre déchéance. Oui, et que dans la même manière, comme nos vies aujourd'hui sont de plus et plus dépendantes sur le IA. C'est déjà impliqué, c'est déjà là. Ouais. On interagit beaucoup de fois quotidien sans se rendre compte maintenant. Et en même temps, comme j'ai dit tout à l'heure, même les gens qui ont créé ces outils ne le comprennent pas.
Est-ce que tu peux, Daniel, nous donner une définition que tout le monde comprenne dans le fond? Parce que l'intelligence artificielle, là, c'est plus devenu quasiment un trademark, là. C'est devenu une marque de commerce, mais on comprend même pas comment ça marche pour vrai, là. Dans le fond, c'est des immenses banques de données qui finalement finissent par décider par elles-mêmes qu'est-ce qu'elles font avec, là, si je comprends bien. Donc, tout d'abord, j'ai un problème philosophique avec cette phrase, l'intelligence artificielle. OK. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer dedans, notamment qu'est-ce que ça veut dire artificiel exactement? Est-ce qu'il y a une différence entre le naturel et l'artificiel? Parce que moi, je pourrais dire que même la technologie, les algorithmes, le smartphone, tout ça, ça c'est naturel aussi. Ça vient de d'où? Nous venons de la nature. Donc, il y a tout ça qu'on pourrait expliquer. Mais juste pour être bref, quand on parle de IA, on parle souvent des deux choses un peu différentes. Il y a le IA général, et c'est ça qu'on voit dans les films comme Terminator et toutes choses. Ça, c'est les cyborgs, ou dans le film Ex Machina. Donc, c'est l'idée qu'il y a un être qui a une conscience, qui est conscient de soi, qui a ses propres volontés, qui a été créé par nous. Donc, ça, c'est l'intelligence artificielle générale. Et puis, il y a le IA spécifique. Donc, c'est quand on donne un algorithme, un ordinateur, une tâche spécifique à faire. Donc, par exemple, les algorithmes qu'on utilise sur YouTube ou comme maintenant, j'avais appris récemment d'un algorithme qui a été créé par une compagnie d'assurance aux États-Unis qui peut prédire avec beaucoup de précision où il y aura les feux de forêt. Donc, ça, c'est une IA générale. C'est une chose, une tâche spécifique qu'on a donnée à une machine pour mieux comprendre. Donc, ça, c'est l'explication brève. Commençons par celle-là. On reviendra à Terminator après parce que c'est un petit peu dans le futur. Parce que la tâche applicable là, directement, les premières dérives qu'on peut voir, entre autres, c'est la reconnaissance faciale. On l'a vu aux États-Unis, il y a des gens qui ont été accusés à tort parce que c'est pas du tout au point la reconnaissance faciale. Tu as, entre autres, toutes les facultés aussi, en fait, le deepfake, c'est-à-dire qu'ils sont capables de reproduire des visages, des voix comme si c'était vrai, mais c'est pas du tout une vraie nouvelle. Le chat GPT, ça vous concerne directement dans le milieu de l'éducation. Qu'est-ce qui te fait le plus peur là-dedans, Daniel? Tout. OK, allons-y un par un. Moi, je dirais que si on n'a pas peur, ça veut dire que we're not paying attention. Comme ça veut dire que vraiment que de qu'est-ce qu'on voit, la peur, c'est une réaction normale, c'est une réaction santé. Parce que sinon, c'est inconscient. Ça veut dire qu'on serait complètement inconscient de ne pas être préoccupé par ça. Tout à fait. Donc, moi, je ne veux pas enlever cette peur. Je veux vraiment le sentir plus que possible. Mais sur la reconnaissance faciale, ça me rappelle une citation d'Einstein qui a dit que la science, c'est comme une lame de rasoir dans les mains d'un enfant de 3 ans. Et lui, ce qu'il voulait dire, c'est qu'on a une technologie et on n'a pas l'éthique derrière de comment utiliser cette technologie. Donc, maintenant, notamment en Chine, quand cette technologie est liée à un gouvernement autoritaire, ça devient très, très puissant. Dans le sens que maintenant, ils ont un pouvoir de contrôle sur la population qui était inimaginable, même il y a 10 ou 20 ans. Donc, c'est un peu un cliché de dire que la technologie est neutre, dans le sens que la technologie n'est pas ni bien ni mal, mais ça dépend le but, le désir de l'utilisateur. Mais c'est un peu comme ça. On peut utiliser cette reconnaissance faciale pour avoir une société plus totalitaire ou on pourrait l'utiliser pour d'autres choses qui sont peut-être plus bonnes. Plus lumineuse, effectivement. Entre autres, ben, juste la facilité de rentrer dans nos smartphones puis de mettre juste notre belle petite face puis on rentre direct. Mais en même temps, on ne sait pas ce que le smartphone fait avec, on ne sait pas ce que le téléphone cellulaire fait avec. Tout ça, c'est... Moi, ce qui me fait capoter souvent, là, je vais parler, par exemple, de pêche avec toi, puis je dis le mot pêche,
et je prends mon téléphone et je vais sur Facebook et là, je vais avoir que des publicités qui vont me parler d'articles de pêche et je me dis, mais voyons, même si mon téléphone est en mode avion. Ça, c'est inquiétant, non? Oui, ça, c'est une grande question de la privacy, de l'intimité. Est-ce qu'on a le droit d'une vie privée à l'extérieur de tous ces réseaux technologiques où la même chose m'est arrivée hier dans une voiture. Je parlais avec quelqu'un et puis il a fait une recherche et tout d'un coup, la prochaine chose qu'elle a cherchée sur Facebook, c'était comme on n'avait pas entré quelque chose, mais c'était clair que nos téléphones nous espionnaient. Absolument. Même les balayeuses, semble-t-il, les balayeuses électroniques, là, espionnent, envoient de l'information sans arrêt. Alors ça c'est le premier aspect. Parle-moi du chat GPT, parce que même si on comprend là, que c'est quand même limité et qu'ils font toutes sortes d'erreurs, ça reste un enjeu majeur en éducation que les jeunes vont utiliser l'intelligence artificielle pour faire tous leurs travaux, entre autres. Tout à fait. Donc, c'est un grand sujet. Moi, quand j'ai appris de ChatGPT en janvier, j'étais comme tout le monde très impressionné par son pouvoir. Et moi, je voyais tout de suite comme si je donne un devoir à mes élèves à Dawson, ils vont l'utiliser et puis ils vont soumettre un travail qui a été fait par ChatGPT. Donc, pour moi, comme prof, j'ai un peu deux approches. J'ai la carotte et j'ai le stick. Le bâton, le bâton. Oui, le bâton, oui. Donc, d'une sorte, comme je veux encourager les étudiants de faire leur propre travail. Donc, je dis que même avec un mensonge a une dette à la vérité et éventuellement, il faut repayer cette dette. Dans le sens que si on est étudiant dans la médecine et on utilise ChatGPT pour faire nos devoirs, il arrivera un jour où on est au travail et on a besoin de savoir quelque chose. Et puis, tout d'un coup, on se rend compte qu'en fait, non, j'ai triché, je ne sais pas. Donc, il y a ce côté-là, mais il y a aussi le bâton qui est comme si vous utilisez ChatGPT, moi, je vais savoir. Donc, moi, j'essaie d'être entre les deux et j'essaie en fait de m'amuser avec. Donc, un petit exemple de quelque chose que j'avais changé. Avant, moi, j'enseigne en éthique. Donc, avant, un gros travail qu'ils ont fait, c'était de prendre un dilemme, un problème dans leur domaine de carrière et puis de faire une analyse selon trois théories éthiques différentes. Moi, j'ai réalisé tout de suite qu'ils pourraient faire ça avec ChatGPT, no problem. Donc, j'ai noté aussi que ChatGPT, il fait des erreurs et il est très confiant. Comme, ouais, il va dire reste affirmatif dans ses erreurs. C'est ça, oui. Donc, j'ai dit, expliquez-moi ce problème selon Emmanuel Kant, par exemple. Et puis, il a fait une erreur qui était évidente pour moi. Et puis, j'ai pensé, mais est-ce que je peux demander à ChatGPT de faire des erreurs intentionnellement? Est-ce que je peux dire comme, OK, analyse ce problème et appliquer Kant, mais fais une erreur comme consciemment, deliberately. Et il a fait ça. Et puis, j'ai pensé, peut-être je pourrais demander à mes étudiants dans leur devoir, eux, ils doivent expliquer le dilemme, la théorie éthique, mais ils doivent avoir un dialogue entre eux et quelqu'un d'autre. Et l'autre personne, lui, c'est une invention, un personnage, il va faire des erreurs et puis l'étudiant doit le corriger. Donc, pour ça, pour corriger quelqu'un quand il fait une erreur, il faut d'abord savoir le sujet. Exactement. Donc, alors, c'est un très bon truc qu'il va falloir donner à tous les autres profs parce qu'effectivement, si tu sais, par exemple, tu poses la question à ChatGPT puis tu vas avoir une réponse avec les erreurs, c'est clair que c'est facile de savoir si un étudiant l'a utilisé parce que probablement qu'il va obtenir le même résultat. C'est ça. Et donc, pour l'examen final, ne le dis pas à mes étudiants, s'il vous plaît. Mais l'examen final, au lieu de venez ici et expliquez-moi Kant, par exemple, je vais leur donner quelques phrases, comme 2-3 phrases,
Et je vais leur demander d'expliquer ce qui est la vraie. Parce que je vais demander à ChatGPT de faire des erreurs. Et puis, je vais ajouter deux choses qui semblent être vraies. Et puis, il y aura aussi une réponse qui est vraiment vraie. Et eux, ils devront savoir et expliquer pourquoi les deux autres sont fausses et pourquoi cette réponse est vraie. Donc, c'est une excellente idée. C'est une très bonne façon de le faire. Moi, je voudrais inviter les gens qui nous regardent en direct à venir poser des questions parce que, bon, je vois là, que Gaétane dit merci beaucoup pour ses enseignements. D'autres qui disent je suis encore à la bonne vieille méthode, je suis loin de me servir de toutes ces choses-là. Ça, c'est clair que pour notre public de notre génération, ma génération à moi, il n'y a peut-être pas un gros problème. Ça reste que ça a un impact direct sur nous autres. Il y a l'aspect lumineux, qui est celui, entre autres, qui appuie la technologie médicale, qui permet de faire des diagnostics plus précis. Tout ça, c'est fantastique. Moi, je voudrais t'entendre maintenant sur le côté spirituel pendant que j'invite les gens à poser vos questions directement à Daniel, si vous en avez, concernant l'intelligence artificielle. Alors, dis-moi, c'est quoi, d'un point de vue philosophique et spirituel, ce qui te dérange le plus? Est-ce que tu vois avec tes étudiants aussi? Parce que j'ai compris qu'avec tes étudiants, il y a comme il manque une étape dans leur développement avec l'intelligence artificielle. Oui, donc, quand on parle pas seulement du bouddhisme, mais de n'importe quelle tradition spirituelle, n'importe quelle pratique spirituelle, il y a certaines choses qu'il faut avoir. Et la chose la plus importante, c'est la capacité d'attention, de rester, de méditer sur une chose, même si on pourrait l'appeler une méditation ou une prière, mais la capacité juste de focuser sur une chose. Et je pense que c'est ça qui est comme la plus dangereuse que je vois avec moi-même, avec mes étudiants, avec mes enfants, que je suis toujours dans un état de distraction perpétuelle. C'est très difficile de fermer la porte, de fermer le téléphone et de rester concentré sur soit la respiration, soit une texte, que soit. Donc, j'ai un peu peur que avec les smartphones, avec la technologie de l'ordinateur, que ça nous enlève la capacité de rester en attention. Ça, c'est une chose, mais aussi l'aspect social que tu as remarqué avec tes étudiants. Toi, tu as une première génération d'étudiants qui viennent d'arriver, qui sont nés avec un smartphone dans les mains. Qu'est-ce que ça fait comme effet que tu es capable de voir? Donc, entre comme 8 ans et 15 ans, c'est une période très importante dans le développement social, surtout, qu'on interagit l'un avec l'autre et on essaie des choses différentes. Comme on essaie, qu'est-ce que ça va faire si je suis gentil, si je suis méchant. Et quand on est direct, face à quelqu'un, on peut voir le résultat tout de suite. Donc, si on dit quelque chose qui n'est pas gentil, on va le voir sur les visages. Mais avec un smartphone, on peut dire toutes sortes de méchanceté et toutes sortes de choses terribles à quelqu'un. Et puis, ça va avoir un effet sur cette personne, mais on ne va pas avoir leur visage devant nous. Donc, il y a une étape de socialisation qui est complètement bypassée en bon français. C'est ça, oui. Et donc, du côté, si on est récipient de la haine et de méchanceté, ben, il y a des exemples dans la vraie vie des jeunes qui se sont suicidés à cause du harcèlement qu'ils ont reçu en ligne. Moi, je dirais que le harcèlement de bullying, ça existe depuis toujours. Mais quand on n'a pas la personne devant nous, ça peut vraiment, pour la personne qui reçoit, être beaucoup plus difficile. Et aussi pour la personne qui le donne, ça ne nous donne pas une opportunité de développer la compassion, l'empathie avec l'un à l'autre. Maintenant, quand je rentre dans une salle de classe à Dawson, presque tout le monde, presque tout le temps, quand j'arrive, est sur leur smartphone en train d'envoyer les messages l'un à l'autre. C'est rare et parfois, je leur demande quand je guide des méditations qu'ils regardent l'un à l'autre dans les yeux. C'est quasiment impossible. Comme et je dis que je sais que c'est difficile, mais regarde l'un à l'autre dans les yeux, comme prends les mains, comme le contact humain, le visuel ou tactile. Et ça, c'est très difficile. C'est un grand défi.
J'écoute, j'ai des jeunes adultes, moi, là, puis je constate à quel point c'est impossible de regarder, par exemple, un film avec ma fille sans qu'elle soit en même temps en train de faire constamment autre chose avec son téléphone. Écoute, il y a une belle question ici de Audrey Cyr-Tiberg qui dit: c'est quoi le danger pour le système d'éducation et les effets à court terme de cette technologie? Audrey, elle est maman, si je me souviens bien. Je pense que c'est celle que je crois, en tout cas. Fait que ça l'inquiète pour ces jeunes enfants qui vont rentrer à l'école bientôt. Qu'est-ce qu'on dit aux parents qui s'inquiètent dans le système d'éducation à court terme de la technologie du IA? C'est une question ouverte maintenant. C'est comme tout change à une vitesse que, comme j'ai dit au tout début, qu'on ne comprend pas, on ne maîtrise pas. Donc, déjà avec ChatGPT en décembre, quand c'était introduit mondialement, moi et mes collègues, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va faire? Et donc, je pense que ça va prendre du temps pour nous dans le système d'éducation de comprendre comment l'utiliser. Mais je pense que c'est inévitable. Ça va devenir une partie du système d'éducation. ChatGPT, maintenant on est à ChatGPT 3. Il y a déjà un ChatGPT 4 et probablement un 5. Ces outils deviendront de plus et plus puissants. Donc, ce n'est pas une question de comment est-ce qu'on va les éviter, mais comment est-ce qu'on va les intégrer dans le système d'éducation. Il y a peut-être une analogie avec les calculatrices et les maths aussi, que Oui. j'imagine qu'au début, quand les calculatrices de poche étaient disponibles, les profs de maths s'inquiétaient, mais comment est-ce qu'on va enseigner à nos élèves? Mais ils ont trouvé une manière de l'intégrer. Donc, je pense que c'est ça le futur. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne sais pas. On est en train d'essayer de figure it out. Ben, on a quand même réalisé que nos enfants ne savent plus compter, par exemple. Parce ils sont nés avec des calculatrices aussi. Ça, c'est quand même intéressant. Écoute, je vais finir avec une question toute simple et pourtant, elle dit tout en même temps. Qu'à toi, elle demande, mais pourquoi on se servirait de ça? Et c'est une bonne question, Katou. Pourquoi on se servirait de l'intelligence artificielle? Je vais commencer par dire qu'on ne peut plus s'en passer. Alors, mais pourquoi on va s'en servir de façon très lumineuse, selon toi, Daniel? Encore une fois, c'est une question comme du désir de l'agent, de la personne qui l'utilise. Donc, pour moi, avec ChatGPT, par exemple, j'ai dit, mais je me demande, mais qu'est-ce qui est différent entre la conception de Nirvana chez le Bouddha et le royaume de Dieu décrit par Jésus? Donc, qu'est-ce que c'est la similarité, la différence? J'ai tapé cette question, j'ai eu ma réponse dans 15 secondes, et en fait, c'était très intéressant, comme ça m'aurait pris, je ne sais pas, des semaines ou des heures de recherche, de travail, d'essayer de comparer ça et ça. ChatGPT m'a donné une réponse qui était très intéressante tout de suite comme ça. Donc, ça pourrait ouvrir des points de vue d'une façon très, très rapide. Que peut-être on ne sait pas qu'il y a des points en commun. Peut-être il y a quelque chose qu'on s'intéresse et on ne se rend pas compte. Donc, ça pourrait nous aider de ce côté-là. Écoute, j'ai une autre question. Là, on va déborder un peu. Nancy qui pose une question très intéressante ici. Elle dit, ça fait peur, effectivement, malgré que nous sommes face à l'inconnu, là. Qu'est-ce que vous proposez comme astuce concrètement? Revenir à la base, c'est-à-dire, oui, le contact humain, temps limité sur le cellulaire, tout ça. Puis merci pour le bel entretien. Alors, tout pour justement là, maîtriser la bête, là, qu'est-ce que tu proposes? Comment maîtriser la bête de l'IA? J'ai plusieurs fois, on ne le maîtrise pas. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est de maîtriser d'une certaine manière nos émotions, nos peurs, de donner l'espace à dire, hey, j'ai peur, je comprends pas, je me sens que le monde est hors de contrôle, c'est trop vite, et de créer un espace pour ces émotions d'être vécues en contact, en communauté. Parce que moi, je vois que c'est difficile. Quand je dis j'ai peur, bon, c'est une expérience personnelle, mais si je pourrais connecter, par exemple, avec vous, France, avec vous avez peur aussi, bon, peut-être on peut avoir un contact plus humain avec ces émotions qui sont créées en face de IA. En terminant, Daniel, c'est quoi l'avenir selon toi avec l'intelligence artificielle? On le maîtrise pas, mais est-ce que tu penses qu'elle va nous dépasser ou on va réussir à la maîtriser d'une certaine façon pour la mettre à notre service?
Si je savais, je serais beaucoup plus populaire que maintenant. It's a very good answer. C'est une très belle réponse. Merci beaucoup. Écoute, on va aller voir vos beaux commentaires. Merci tout le monde. Surtout, merci de partager ces entrevues parce qu'elles sont gratuites. Et moi, ça fait partie de mon bénévolat, entre autres, pour redonner à la communauté. Et Daniel, eh ben, c'est le visionnaire de la semaine parce qu'il s'est vraiment penché sur la question. Et je vais rajouter le lien pour que vous puissiez aller voir quelles sont justement les questions que se posent les profs à Dawson du comité Dawson IA. Alors, merci infiniment, Daniel Goldsmith, pour cette belle réflexion avec nous. Et on aura l'occasion, d'après moi, d'en reparler. J'espère bien. Et merci, France. On va aller méditer là-dessus. Merci tout le monde. À bientôt pour un prochain visionnaire.